Parlons-en de Jean Charest. Est-ce que l'intervention de Jean Charest, la rencontre que vous avez eue avec lui, est pas en lien avec la sortie d'Étienne Jacques hier publiquement, et aussi les nouveaux mots employés par Étienne Jacques, c'est-à-dire on est prêt à négocier, on demande que ça que négocier. On n'entendait pas ça là, il y a quelques jours. Là. Ben c'est sûr, parce que depuis le début, nous, on tient le même discours. Hein, on veut négocier, on est ouvert à négocier. C'est sûr que notre revendication sur la sous-traitance, on la laissera pas tomber. Par contre, ce qu'on veut, c'est une balise claire sur la sous-traitance. C'est où qu'on s'en va pour les 4 prochaines années du contrat de travail. C'est seulement que ça qu'on veut, on veut définir. Il dit l'avoir clairement balisé lors de pourparlers après la remise des offres finales et que vous avez refusé même d'en jaser, d'en parler. Ça, c'est totalement faux. Il y a eu quelques discussions de corridor qui ont même eu lieu avant le dépôt là, de l'offre finale. La compagnie a même pas daigné mettre ça sur l'offre finale. Donc, ils se gardaient encore du lousse dans la corde, même après les offres finales. Fait que ce que je vous dirais, c'est que la sous-traitance que la compagnie voulait faire, puis c'est une erreur monumentale, c'est de venir nous comparer à d'autres usines au Québec pour instaurer de la sous-traitance. Comment on va faire pour se mesurer avec d'autres usines, des usines qui sont parfois non syndiquées, puis parfois qui appartiennent même pas à Rio Tinto ou Alcan. Je suis pas convaincu, moi, que les gens de l'aluminerie Alcoa à Bécancour vont nous laisser pas à Bécancour, pardon, à Bécomo, vont nous laisser rentrer dans leur aluminerie pour savoir c'est quoi qui se passe là. Donc, c'est des unités de mesure qu'on peut même pas se servir pour baliser la sous-traitance. Question posée hier et lancée comme ça par Étienne Jacques, je vous la pose à vous. Est-ce que les syndiqués ont vu les 300 demandes? Ils ont vu une par une, M. Carbonneau. On les a présentées en Assemblée générale. Puis pensez-vous vraiment que nos 780 membres qui sont en conflit depuis maintenant 2 mois sur la ligne de piquetage continueraient à nous supporter comme ils nous supportent présentement en n'ayant même pas vu ces 300 demandes-là? C'est impensable que M. Jacques peut même imaginer qu'on n'ait pas pu présenter ça à nos membres. Vous savez, les membres qu'on représente, là, c'est des gens brillants quand même. Là. Ils sont capables de se faire une thèse. Ils ont eu le temps d'analyser les offres de l'employeur. Ils ont eu le temps aussi de regarder les demandes qu'on a fait. Puis ils ont pris les décisions éclairées au scrutin secret. Parlons-en des offres de l'employeur. Je sais, qu'Étienne Jacques souhaiterait que tout employé puisse les lire le soir avant de se coucher. Moi, je préfère la circulaire Canadian Tire, là, et probablement que les gars aussi. Mais est-ce qu'ils en ont eu copie? Est-ce qu'ils en ont une copie imprimée des offres patronales? N'importe qui voudrait avoir une copie des offres patronales sont disponibles au bureau du syndicat. C'est pas une chasse gardée, là. On va donner une copie à tous les membres qui vont nous en faire la demande. Mais je vous dirais que quand on a fait rejeter les premières offres globales, qui étaient pas finales par l'employeur, quand on est revenu à deuxième assemblée pour faire voter les offres finales, il y a même des membres qui voulaient même pas que la tenue de cette assemblée générale-là ait lieu. Les gens, ils comprenaient même pas. Mais sans nous faire confiance, c'était pas bonifié au point de revenir en assemblée générale. Je sais, j'ai d'ailleurs croisé certains syndiqués qui me l'ont mentionné. On comprend même pas pourquoi on y va. On leur a dit qu'on n'en voulait pas de ce qu'ils nous offraient. Ben, c'est ça. Fait que les gens sont derrière nous. Les gens ont vu la différence entre l'offre globale puis l'offre finale. Puis les gens ont pris leur décision éclairée. Il y avait pas une grosse différence entre les deux. Qu'est-ce que vous répondez à Étienne Jacques qui disait sur nos ondes hier, on a tellement perdu de temps sur 298 premières demandes qu'on a un peu éclipsé le nerf de la guerre, sous-traitance, plancher d'emploi? Ben moi, je vais répondre, premièrement, c'est que le temps perdu à la table de négociation. L'employeur a toujours voulu nous imposer des choses, nous imposer le médiateur. Ça, on n'a rien contre. Hein. Ils ont demandé d'avoir un conciliateur dans un premier lieu. On a perdu une dizaine de jours de négociation avant que le conciliateur arrive. Après ça, on est venu avec un médiateur spécial nommé par la ministre. J'ai été content d'apprendre hier que c'est la compagnie qui en avait fait la demande. On ne le savait même pas encore aujourd'hui. Encore là, on a perdu une dizaine de jours. On nous a présenté des offres globales. Le temps d'aller faire voter ça à nos membres à revenir. Après ça, on est arrivé avec des offres finales. Puis quand on nous a déposé les offres finales, on était en train de travailler sur une contre-proposition dans une salle à part, le syndicat. On était sur le bord de venir faire une proposition à l'employeur. Et le conciliateur est arrivé dans la salle. Il a dit, écoutez, finalement, on va arrêter ça là. La compagnie va vous faire une offre finale. On va vous présenter ça en soirée. Donc, c'était une perte de temps. Il n'y a jamais eu de négociation directe, d'échange direct ou ces choses-là. L'employeur a toujours voulu nous imposer la cadence en négociation. Monsieur Lemieux, le World Tour de Marc, commencez-vous à avoir mal à votre World Tour, compte tenu de ce qui se passe, là? Du tout. Je vais vous dire que j'ai participé à la portion américaine. Je vais vous dire que ce n'est que bénéfique. Je n'appellerai pas ça le World Tour. Là, je vais appeler ça une tournée de solidarité mondiale. Non, mais on aurait pu avoir des appuis par courriel, par courrier, recevoir des chèques par la malle.
A-t-on vraiment besoin de quitter le Québec pour aller porter le flambeau, faire une cavale anti-RTA? L'image régionale, comme le mentionnait Étienne Jacques, ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand lui va arriver avec d'autres directeurs, d'autres vice-présidents, tenter d'aller chercher des sommes d'argent à l'entreprise pour des projets ici, il va se faire regarder de travers là, avec le World Tour. Là. Deux choses. Depuis 2006, M. Jacques a eu le temps nécessaire pour faire approuver Alma 2. Il y avait une disposition dans la convention collective qui lui permettait d'extensionner la convention jusqu'à 2015. Donc, de 2006 à 2011, il y avait tout ce temps-là pour convaincre ces gens à Londres pour amener Alma 2. Manifestement, il n'a pas réussi à convaincre les gens. Donc, cette portion-là du World Tour, que Marc soit parti à l'extérieur ou pas, c'est pas nécessairement pour salir la compagnie, c'est pour aller chercher de la solidarité ailleurs, puis de voir aussi ce qui se fait ailleurs. On était à la mine de Boron, qui appartient à Rio Tinto, de voir que leur clause de convention collective qui parle de sous-traitance a 11 pages. Nous, c'est 4 articles, c'est un tiers de page où ce qu'on parle de sous-traitance. Donc, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, ça a été bénéfique pour nous. Ça s'envoie par la malle, ça? Ça s'envoie par courriel. Mais c'est pas nécessairement les échanges qu'on a avec ça les gens. Puis je vous ramènerai là-dessus aussi. Monsieur Jacques, lui, quand il nous compare à l'Inde, aux pays arabes, à l'Asie, en Russie, de voir ce qui se fait dans les autres alumineries, ça, c'est correct. J'aimerais ça comparer, moi, les deux passeports. Le passeport de Marc Maltais puis le passeport d'Étienne Jacques. Je suis convaincu que Monsieur Jacques voyage pas mal plus sur la planète pour voir qu'est-ce qui se passe dans les autres alumineries puis nous garder compétitifs comme il dit puis ces choses-là. Mais quand nous, comme leader syndical, on est obligé d'aller dans d'autres pays pour voir ce qui se fait puis chercher de la solidarité ailleurs, ça c'est mal vu. C'est pas nécessairement de salir la compagnie, je vais vous dire, c'est d'aller chercher des appuis de partout. Puis je vais vous dire qu'à date, ce qu'on voit là, Rio Tinto, c'est pas nécessairement une compagnie qui est correcte dans ses relations de travail. Moi, je faisais une lecture de la situation la semaine passée, M. Lemieux. J'ai comme l'impression que la direction de RTA, elle a intérêt, à mettre un couvercle sur le conflit. Plus vous allez rester à l'intérieur des limites de la région, mieux ce sera pour eux. Ben, c'est en plein ça. On l'a vu quand on était faire notre manifestation à Montréal, justement, devant un discours de Mme Jacinthe Côté, qui venait expliquer à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain comment les entreprises pouvaient aider à la relève dans les entreprises. Alors qu'on voit qu'à 450 km au nord de Montréal, RTA encourage la relève en créant des postes à sous-traitance à des conditions beaucoup moindres. On avait diffusé un extrait aussi quand des journalistes voulaient insister sur le conflit. Elle a dit, est-ce qu'on peut parler de persévérance scolaire? Je suis pas sûr que c'était ça l'enjeu le plus majeur ce jour-là. Monsieur Lemieux, selon ce qui circule, certains de vos membres font circuler une liste de postes sujets à la sous-traitance. On dit qu'il y aurait jusqu'à 478 emplois actuellement à l'usine et vous étiez 778 syndiqués, je me souviens bien. Ça voudrait dire que dans le pire des scénarios, il pourrait rester à peu près 300 jobs. Ça, on n'a jamais eu la confirmation de l'employeur, justement. À un moment donné, on a pris tous les postes un par un, puis on a dit à l'employeur, on veut jaser, c'est quoi les postes que vous êtes sûr de ne pas vouloir sous-traiter? Mettez-les sur une feuille, là, on va en jaser, puis les postes que possiblement qui pourraient être sous-traités. Ils n'ont jamais voulu embarquer même dans cet exercice-là. On sait qu'ils feront jamais tondre la pelouse, ces terrains de l'usine, par un syndiqué. Ils l'ont dit clairement dans les 24 dernières heures, mais si on prend ça plus sérieusement, là. Il disait, entre autres, que les métiers reliés à l'aluminium, Étienne Jacques, lui, il veut pas toucher à ça. C'est clair pour lui que ça bougera jamais. Ce seront toujours des emplois syndiqués. Il y a combien de postes comme ça? Nous, on calcule environ un tiers des postes qui sont directement liés à l'aluminium. Puis encore là, c'est pas clair. On nous parle de quand on touche au métal en fusion. Tout le reste des activités périphériques pourrait être sous-traité. Ce qu'on avait amené à l'employeur, c'est un ratio de sous-traitance par rapport au nombre d'heures. M. Jacques en a parlé hier, 140 000 heures en sous-traitance qui se fait actuellement, avec une procédure qui est prévue à convention collective qu'on appelle une adjudication. L'employeur nous a avisé qu'en 2012, ça serait 350 000 heures. Il l'a nié hier sur nos ondes, Étienne Jacques. Écoutez, je vais vous dire que c'est des chiffres à eux qui nous ont amenés, qui pourraient avoir jusqu'à 350 000 heures effectuées en sous-traitance. Ça veut dire tout le CRC au complet. Tout le CRC au complet. Donc, quand M. Jacques nous parlait qu'il y a les 56 travailleurs du CRC pour avoir une augmentation de 10 $ de l'heure, mais c'est l'élimination pure et simple du centre de revêtement des cuves.